là. Très bien. Voilà. Allô? Est-ce que vous Oui, m'entendez, oui, je Maurice? suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. C'est parfait. Alors, donc, on va y aller. Comme je le disais, je reçois aujourd'hui, dans le cadre de mes activités de ma chaîne YouTube, l'excellent Maurice Dorès, qui vient de produire encore un ouvrage de qualité. C'est un intellectuel que j'apprécie beaucoup. Nous ne nous écrivons pas souvent, nous ne nous entendons pas souvent, mais à chaque fois que nous nous entendons, c'est avec un grand plaisir que j'ai plaisir à l'écouter, à l'entendre, parce que c'est un monument de la pensée, vous allez vous en rendre compte. Pour ceux qui le suivent, Maurice Dorès, vous tapez dans Google et vous voyez la somme de production, mais pas n'importe quelle production, parce que c'est une production en toute modestie savante. C'est un psychiatre, c'est un homme de théâtre, un homme de cinéma, c'est, comment on appelle ça encore, un humaniste, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui a l'oreille fine, qui a une gentillesse, mais aussi une rigueur. Et aujourd'hui, il nous sort un ouvrage qui s'appelle Négritude et judéité. Un ouvrage de qualité, écrit petitement. Je l'ai lu et relu, mais à chaque fois que je lis Maurice Dorès, je dois m'arrêter parce qu'il y a des références. Oui, Maurice est un intellectuel, un universitaire. Il n'écrit pas pour écrire. Quand il écrit, tout a une origine, tout a un sens. Et Maurice, donc, voici votre dernière production, Négritude et judéité, balade en noir et blanc. Quel titre! Voilà, ben, merci pour cette très bonne première question qui m'oblige à expliquer le titre et le sous-titre. Voilà, dans ce livre, il y a un titre, Négritude et judéité. C'est l'idée de développer des concepts, de donner des éléments de réflexion. Et puis, il y a un sous-titre. Il y a un sous-titre, c'est Balade en noir et blanc. Parce que, effectivement, toute cette recherche depuis des années s'est effectuée dans de nombreux endroits et ce livre est un livre de rencontres. Balade en noir et blanc, j'emmène le lecteur dans les lieux où se sont rencontrés, où se rencontrent les mondes juifs et les mondes noirs. Vous aviez bien analysé aussi mon premier livre il y a tellement longtemps, La beauté de Cham, monde juif, monde noir. Et donc, c'était il y a de nombreuses années. Depuis lors, des chercheurs, des cinéastes, des auteurs, des témoins sont venus vers moi. Et j'ai pensé que je pouvais, à partir des documents qu'ils m'apportaient, à partir de leurs expériences, renouveler, réactualiser, réfléchir sur cette rencontre multiple entre monde juif et monde noir. C'est ça. Oui, c'est ce que je disais. En fait, il y a eu une floraison de publications, une floraison de travaux. Et ce que vous dites, vous n'êtes pas. D'habitude, les gens vont vers les auteurs, les gens vont vers comment dire encore, les écrivains. Mais cette fois-ci, ce sont les gens qui sont venus à vous, comme s'il s'agissait que vous soyez en fait le messie, le porte-parole. J'utilise des mots forts, mais c'est comme s'ils voulaient passer par vous pour que vous relayiez l'information, pour que vous parliez de ce sujet-là. Parce qu'il faut dire, Maurice, vous êtes trop modeste, mais moi, vous savez très bien que la modestie, c'est aussi l'arme des forts. Vous faites autorité quand il s'agit de parler du monde nègre ici, noir, ça n'a aucune notion péjorative, et du judaïsme. Donc, pour moi, vous faites autorité. Vous faites autorité. Hein? Donc, c'est comme si les gens vous ont envoyé, vous ont dit, il y a une seule personne qui peut le faire, c'est Maurice Dorès. Comme un appel, toujours pour bien dire, pour bien parler, etc. Et toujours réconcilier les gens, mettre les gens en marche, les juifs et les noirs. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ma conception de l'ethnologie. De mon point de vue, l'ethnologie, c'est donner la parole aux autres.
Donc, j'ai voulu donner la parole à des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'écoute pas. Et dans ce livre, il y a beaucoup de sujets, bien sûr, mais on peut dire qu'il y a deux sujets principaux, les Juifs et les Noirs, leurs relations, et aussi les Juifs noirs. Il y a beaucoup de Juifs noirs aujourd'hui. Il y a des communautés juives noires qui se développent en Afrique. Donc, j'ai voulu donner une description de ce monde nouveau et en même temps ancien. Ancien. Parce il faudrait cesser de s'étonner qu'il y ait des Juifs noirs. Il y a des Juifs noirs depuis toujours. Voilà. C'est ça. Donc, c'est donner la parole aux autres. C'est bien le sujet du livre. C'est ça, c'est ça. Cette rencontre ne s'est pas faite sans ostracisme, Maurice Dorès. Cette rencontre n'a pas été si simple. Quand vous avez fait votre film Black Israel, vous avez rencontré des gens qui ont apprécié, la majeure partie a apprécié, mais d'autres n'ont pas apprécié du tout. Comme je vous dis, vous êtes quelqu'un d'audacieux. Vous mettez effectivement le pavé dans la mare pour effectivement décoincer, désaliéner, décentrer certaines personnes qui ne veulent pas du tout du noir dans le monde judaïque, dans le judaïsme, etc. Hein, depuis Black Israel. Mais comment expliquez-vous cet ostracisme, ces réactions négatives? Ostracisme, peut-être que le mot est fort, mais vous utilisez la notion de réaction négative. Effectivement, il y a des réactions négatives, mais je dois dire tout de suite que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas mon sujet majeur. Bien sûr. Ce qui m'intéresse, ce sont les Juifs et les Noirs, c'est-à-dire leurs pensées, leurs écrits, leurs relations, leur cuisine, leur musique. Voilà ce qui m'intéresse, sans a priori. Bien évidemment, il y a des personnes qui, entendant cette réunion de Juifs et de Noirs, s'étonnent, alors qu'en réalité, depuis la nuit des temps, les Juifs et les Noirs se connaissent, même dans la Bible déjà. Même dans la Bible, il faut savoir que, par exemple, l'Éthiopie, Couche, est cité 30 fois, le terme Couchi éthiopien est cité 36 fois. Et quand j'avais commencé à faire ces recherches, j'étais allé voir un maître de la pensée juive, Léon Askenazi, qui donnait régulièrement des cours de Bible, de lecture biblique. Il était invité régulièrement au Cameroun par le président Paul Biya. Et Léon Askenazi m'a dit, parlant des Africains, ils sont plus bibliques que nous. C'est dire que cette rencontre entre Juifs et Africains est vraiment très ancienne. Et parmi les intellectuels qui sont contre, qui ont des réactions négatives ou bien qui sont condescendants ou qui n'accordent pas de considération à ce que vous dites, je nomme Alain Finkielkraut. Si je vous dis Alain Finkielkraut. Oui. Alors, rapidement, on ne va pas l'attaquer, mais rapidement. Bon, non, je ne veux pas trop entrer dans très bien. Mais je comprends. Bon, le lecteur, mais vous, très bien, le lecteur découvrira une rencontre ratée, voilà. Mais il y a des dizaines de rencontres réussies. Très bien, il y a des dizaines de rencontres réussies, effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Voilà, hein. Judaïsme et couleur. Le juif et noir se reconnaissent depuis longtemps, on le dit. C'est l'historien Flavius Joseph qui le dit d'ailleurs. Hein? Le judaïsme et la couleur. Les juifs et les noirs se connaissent depuis très longtemps et vous l'avez dit. Oui, et vous êtes allé chercher dans l'histoire un historien qui l'avait déjà dit, c'est l'historien Flavius Joseph. Oui, alors dans ce livre, il y a les antiquités juives et on s'aperçoit que depuis très longtemps, déjà les Éthiopiens sur le territoire de Jérusalem étaient entrés dans la région de la Judée. Et il y a des faits historiques, bien évidemment. Mais là, ça nous ramène à une époque extrêmement ancienne. Et Flavius Joseph, bien évidemment, raconte cette histoire, c'est l'histoire de la destruction du temple. Bien.
Oui, et il y a une belle formule dans le Cantique des Cantiques qui fait débat d'ailleurs. Je suis noir et belle, je suis noirci, ô fille de Jérusalem. Hein, voilà. Il y a aussi, Oui, oui, allez-y, oui, vous oui, vouliez alors dire vous quelque chose. parlez justement, alors on trouve dans la Bible, vous avez parlé du Cantique des Cantiques, certains traduisent, et ça revient au préjugé dont vous parliez à C'est ça. l'instant, certains traduisent je suis noire et pourtant belle. Oui, Or, c'est une traduction qui est tout à fait inexacte, tout à fait. puisque la traduction exacte, l'hébreu dit je suis noire et belle. Mhm, Et pour aller au fond des choses, quand on étudie la Bible, on peut utiliser la gematria. La gematria, c'est de donner un sens à partir de la valeur numérique des lettres. tout à fait. Et là, on revient encore à une femme noire et belle, la femme de l'épouse de Moïse, qui Mhm, était éthiopienne. Il y a eu beaucoup de discussions, de commentaires entre sages au sujet de cette femme éthiopienne. Et les sages ont utilisé la gematria et ont fait une équation disant, je cite en hébreu, Yefet Mare égale Kushit égale 732, ce mhm, qui veut dire éthiopienne égale paraissant belle. d'accord. Donc, déjà dans la Bible, on trouve la beauté noire. Mhm, Et tout ce qui se réfère à l'Éthiopie n'est jamais négatif. Il y a toujours la notion de d'immuabilité, de beauté. mhm, Voilà ce qu'on trouve dans les textes, puisqu'il y a dans ce livre, bon, on y reviendra sans doute, il y a des balades en noir et blanc dans beaucoup d'endroits, mais il y a aussi un premier chapitre, Judaïsme et couleurs, où on étudie quelle est la présence africaine, comment est vécue l'Éthiopie, l'Afrique, chez les penseurs, chez les prophètes, dans la Bible. c'est ça. Et on parle des Juifs en Éthiopie, dans Black Israel, vous le dites, et il y a un personnage extrêmement important qui s'appelle Jacques Fayelovitch, Jacques et Faktovich, c'est oui. ça. Evan Pritchard aussi, un intellectuel rigoureux, qui Hmm? effectivement, Evan Pritchard. Evans Pritchard, oui, oui, oui. Voilà, hein, ce sont des gens effectivement qui ne sont pas n'importe qui, et quand ils disent des choses, on peut effectivement leur accorder effectivement un crédit. Vous dites aussi une chose, le judaïsme n'a pas de couleur. Expliquez-nous ça. Mais le juif a une couleur. Oui, ce que je dis, c'est effectivement, les Juifs ont des couleurs. Oui, Voilà, les Juifs ont des couleurs et le judaïsme n'en a pas. il n'y en a pas. Cela veut dire qu'il n'y a aucune idée génétique dans le judaïsme et même, je vous donnerai aussi bon, une idée, enfin c'est pas une idée, c'est une histoire, d'ailleurs je ne l'ai pas écrite dans le livre, Oui, j'aurais dû écrire dans le livre, que dès le départ, dès la naissance du peuple juif, il y a des Noirs. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien qu'un des premiers neurospirituels connus s'appelle Let My People Go. On oui. voit bien qu'il y a du côté des Africains un grand intérêt euh, pour la judéité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Moïse a libéré les esclaves, ça aussi, cette idée de libération des esclaves, tous les leaders africains et noirs américains se sont inspirés de ces développements, de cette libération des esclaves. Ils ont pris pour modèle Moïse. Et quand Moïse a emmené le peuple hébreu, où étions-nous? Quand il a créé le peuple hébreu, où étions-nous? Nous étions en Afrique, Bien sûr. en Égypte. Et ce ne sont pas seulement les Hébreux qui ont suivi Moïse, ce sont tous les peuples autour. Et bien évidemment, il y avait des Noirs. Donc, dès le début, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de la naissance du peuple juif, il y avait des Noirs. Il y avait une tribu, plusieurs tribus, et une tribu noire, la tribu de Dan. Et c'est exactement la raison pour laquelle les religieux
en Israël ont fini par reconnaître l'authenticité, la légitimité du judaïsme des Éthiopiens en estimant qu'ils étaient les descendants de la tribu de Dan. D'accord. Alors, très bien, merci. On continue encore. La rencontre entre Africains noirs et Juifs s'est fait progressivement. D'ailleurs, vous le dites très bien. Par exemple, l'introduction de la culture noire dans le monde et les univers juifs à travers l'école, les associations, les festivals. Vous parlez aussi de cette jeune députée Prina Tamano Stato, très appréciée, très appréciée. Donc, par la politique aussi, par les festivals, par la culture, il y a eu une introduction du monde noir dans le monde juif. Exactement. Alors là, on va passer du côté des balades. Il y a comme je disais tout à l'heure, il y a un côté réflexion, Oui. mais dans ce livre, je n'ai pas voulu faire quelque chose d'universitaire, d'austère, et j'ai surtout voulu rencontrer des gens et dans des lieux bien précis. Mais en même temps, ces voyages, ces rencontres, elles ne sont pas anecdotiques. Elles signifient beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'endroits où j'emmène le lecteur. Et là, pour ce qui est de Pnina Tamano-Shata, c'est effectivement une députée éthiopienne qui raconte beaucoup de choses dans des fêtes très importantes. Et il y a en Israël, puisque maintenant on va peut-être parler des Éthiopiens en Israël, il y a deux fêtes. Il y a une grande fête nationale qui est reconnue officiellement, où sont présents le président de la République, les députés. C'est la fête, le Sigd, qui est la fête qui est suivie par les Kessim, les prêtres traditionnels éthiopiens depuis des siècles. Et à côté de cette grande fête nationale officielle religieuse qui se tient à Jérusalem, il y a aussi à Tel Aviv, il y a un festival qui s'appelle le Sigdiata et qui se tient à la Cinémathèque de Tel Aviv. On y voit du théâtre, du cinéma, de la musique. Et j'ai assisté à une très belle représentation. C'est un homme seul, Alum Eshet, qui se rend sur scène avec une valise. Et dans cette valise, il y a tous les éléments de la culture éthiopienne. Et avec cette valise, son projet, c'est d'expliquer au public israélien, l'Éthiopie en 1 heure. Donc, c'est l'idée d'instiller la culture éthiopienne dans la culture israélienne. Alors, il sort le café, il explique ce que c'est que les 3 tours de café, il sort un très beau drap et il crée avec ça un habit traditionnel éthiopien. Et puis, il nous explique aussi que les enfants éthiopiens ne connaissent pas Cendrillon. Alors, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent Jérusalem. Ils ont depuis toujours Jérusalem en tête. C'est pour ça que les Éthiopiens sont tous montés, comme on dit, montés en Israël. En Israël, oui. Parfait, parfait. Effectivement, votre livre est bien dit, bien segmenté. Il y a 2 parties, hein, négritude et judaïté, vous dites 3, mais il y a aussi ces balades-là. Et ça, ces balades-là sont très intéressantes. Par exemple, on voit les Noirs en Israël. Je pense par exemple à des gens que vous avez rencontrés. On ne pourra pas tous les citer. Les gens iront au livre s'ils veulent effectivement découvrir. Je pense à Salem Coulibaly. Je pense à ces Juifs d'Afrique. Je pense à ces traces juives en Afrique aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les traces juives en Afrique. Oui. Alors, on trouve... le chercheur Jacob Olliel a fait des découvertes importantes sur les traces juives dans le Sahara. Il est certain que la connaissance du Sahara tenait à des cartographes juifs. Et il y a beaucoup de signes de tombes, une histoire de juifs qui ont des ascendances
Alors, d'où ces ascendances viennent, là aussi, c'est multiple, c'est varié. Il y a des ascendances maranes, comme à Dakar, au Cap-Vert, vous savez, Oui, les maranes, ce sont des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne en 1492 et ils sont quittés, ils étaient obligés de quitter le pays, sinon ils étaient condamnés au bûcher bien sûr. s'ils refusaient la conversion. Et ils se sont répandus dans de nombreux endroits et on les trouve par exemple au Cap-Vert. Mhm. Il y avait aussi au Touat, une région avec beaucoup de population juive. Et avant même que ces recherches aient été faites, un ami médecin m'avait dit, j'ai eu un patient malien et il m'a raconté une histoire. Il m'a dit que son père lui avait dit que ses ascendants, ses ancêtres s'appelaient les Bani Israël. Mhm. Et c'était son père, le père de son père qui lui avait dit, et il lui avait dit de ne jamais le dire. Le Et dire. rien d'autre que cette parole était transmise. Et ça m'a fait penser à un conte talmudique où il est question d'une coutume dont on ne sait plus ni le lieu ni la nature. Mhm. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste une histoire à À raconter. raconter, c'est ça. Et j'ai appris tout ça alors que personne ne parlait des ascendances des traces juives euh, au cœur de l'Afrique. Et depuis, beaucoup de choses se sont mises au jour et il y a au Mali euh, un groupe qui s'appelle les Bani Israël Mhm. et le chercheur Diadé Haïdara a écrit un livre très intéressant sur les Juifs de Tombouctou. Bien. Alors, il y a aussi des histoires tragiques, par exemple le Rwanda, le monde juif. On dit que la mort ne s'habille pas de la même façon partout. Vous avez parlé du génocide Tutsi et de la Shoah. Quelle ressemblance, quelle ressemblance, quelle ressemblance. Oui, alors là, c'est très important. Euh, il y a bien évidemment une ressemblance. Et ça là, je ne sais pas si on aura le temps de parler Hmm. de cela, mais c'est développé dans le livre. Oui. J'ai trouvé à partir de la nécessité de faire des formations dans des EHPAD où il s'agissait d'expliquer quelle est la personnalité des femmes juives, d'expliquer aux auxiliaires de vie, souvent des Africaines, des Antillaises. Il fallait donc expliquer d'où venaient ces femmes juives qui avaient connu la Shoah. Et en creusant la question, après un voyage au Rwanda, j'ai vu que toutes les étapes de la Shoah se retrouvent dans le génocide Tutsi. Et ça, c'est très important, que ce soit la mythologie, les discriminations, l'organisation, euh, toutes les étapes euh, du génocide Tutsi se retrouvent dans la Shoah. Et à Yad Vashem, c'est l'endroit à Jérusalem où on commémore la Shoah, et les responsables de Yad Vashem sont très rigoureux, très pointilleux pour distinguer le génocide, la Shoah, des autres massacres qui ne peuvent pas être comparés, qui sont certainement des drames humains, Oui. mais Oui. qui ne peuvent pas être comparés à un génocide. Or, les dirigeants de Yad Vashem à Jérusalem ont fait une place au Rwanda. D'accord. Donc, le Rwanda est commémoré à Jérusalem, à Yad Vashem. D'accord. Maintenant, vous parlez d'un chapitre qui est très, très dur, très difficile, et je voudrais donc donner une autre conclusion de ce chapitre. Des voyages ont été faits au Rwanda, et un de ces voyages était organisé par les étudiants juifs. Il était organisé par les étudiants juifs, et à ce voyage était présente Christiane Taubira. Oui. Et Christiane Taubira, en voyant les très bonnes relations entre Juifs et Tutsis, elle les a vus ensemble et elle a fait un commentaire que j'ai trouvé
vraiment marquant. Elle a dit, oui, on parle de juifs comme frères de détresse, mais ce sont aussi des frères d'allégresse. Et je trouve que frères de détresse, frères d'allégresse, ça aurait pu être le sous-titre de ce livre. Tout à fait. Parce qu'il est important aussi de dire que dans ce livre, il n'y a aucune dimension victimaire, lacrymale. Tout de suite, quand on parle de juifs et de noirs, certains mettent en avant douleur, persécution. Le mal. Il y a des choses, il y a des choses qui sont tout autres. Tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, vous avez aussi parlé des Juifs noirs en Amérique, des Juifs noirs en France, des Juifs au Sénégal. Comme ça, c'est la balade, hein? On est dans la balade, là. On quitte la dureté du génocide pour nous balader au Sénégal, aux États-Unis, etc. Voilà. Non, là, les Juifs au Sénégal, il n'y a pas tellement de Juifs au Sénégal, mais il y a bien des traces juives, bien évidemment. Bien sûr. Et je me souviens que, par exemple, chez les Portugais, ceux qu'on appelle les Portugais des familles catholiques au Sénégal, j'ai vu que certaines allumaient des bougies tous les soirs. Et même dans une famille, ils allumaient 2 bougies le vendredi soir. Et je leur ai demandé pourquoi. Et ils m'ont dit, bah, c'est parce que le vendredi est un jour saint. En fait, c'est tout simplement, ils avaient conservé la coutume d'ancêtres juifs ignorés. Qu'ils ignoraient, c'est ça, c'est ça. Donc là, Et il y a eu un problème de transmission, en fait. après l'Inquisition, des Juifs se sont installés au Sénégal et ont fait beaucoup d'activités commerciales. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez aussi parlé d'un sujet qui est très intéressant, la similitude entre la négritude et le judaïsme. Oui. Alors là, on vient aussi sur un chapitre qui est un peu différent, c'est un chapitre plus conceptuel. Bien sûr. Eh bien, la judéité, c'est un terme qui a été inventé par Albert Memmi. Albert Memmi qui a beaucoup développé sur les persécutés, sur la personnalité. Et quand il a inventé le terme de judéité, il a bien dit qu'il s'est inspiré du terme de négritude pour créer le terme de judéité. Et son idée, c'était de faire éclater le terme de judaïsme et de l'ouvrir, de l'élargir. Et ce qui pourrait être aussi un projet pour la négritude. Bien sûr, très bien. On va bientôt arriver au bout de notre interview. Vous avez aussi rencontré des gens, et ça m'a surpris, je vais vous le dire, de belles rencontres. En citant ces noms, ça me touche. André Chouraki, qui a rencontré Gaston-Paul Effa. Gaston-Paul Effa, qui est un philosophe qui est du côté de Strasbourg, je crois, Milouz, que j'apprécie beaucoup, qui a écrit « Nous, enfants de la tradition », un philosophe camerounais, franco-camerounais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez aussi parlé de Cornel West, un des grands amis de mon ami Mamadou Lamine Sagna. Je ne savais pas que Dorès connaissait tous ces gens-là. Mamadou Lamine Sagna est un très grand ami. Il enseigne maintenant au Nigeria, dans une université privée catholique au Nigeria. Hier seulement, je parlais de lui encore. Et quand je l'ai vu dans votre livre, j'ai dit, mais Dorès, c'est curieux. Il connaît tous ces gens-là. Il se balade, il rencontre des Noirs et des Blancs. Et il me fait découvrir encore, il me fait voir qu'il connaît tous ces gens-là. Finalement, j'ai beaucoup de points d'attache. On ne se voit pas très souvent avec Maurice. C'est dommage, mais c'est la vie qui est comme ça. Mais on a beaucoup de points d'attache, on a beaucoup de similitudes. Et ça me fait... Quand je lis ces noms-là, je suis vraiment très touché parce que ce sont des gens que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup, que j'estime beaucoup. Voilà. Cornel West, Gaston-Paul Effa, tous ces gens-là, toutes ces belles rencontres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est l'idée essentielle du livre. Mais c'est ça, la rencontre. Ce n'est pas de rechercher un dénominateur commun, ce n'est pas de confronter des civilisations, mais c'est au contraire de s'inviter chez l'autre comme on s'invite chez des amis et de faire connaissance de la vie des autres. Des autres, oui. C'est une belle façon de terminer. Je voudrais ici tout simplement lire, comment dire encore, lire l'épilogue que Maurice nous a gratifié. Il dit ceci.
Nos balades en noir et blanc nous ont fait découvrir que les Juifs ont des couleurs que le judaïsme n'en a pas. Peut-être faudrait-il prôner l'indifférence sur ce sujet, mais l'occultation ne fera pas disparaître les obsessions. La couleur de la peau est un support des préjugés. L'étranger n'est qu'une partie non reconnue de nous-mêmes. C'est toute la théorie de l'altérité. Or, les Juifs et les Noirs se reconnaissent naturellement, comme si des confluences souterraines les reliaient. Leur histoire est faite de compréhension réciproque, d'empathie, d'interrogation et parfois de malentendus. Les Juifs noirs, entre deux mondes, renouvellent aujourd'hui un dialogue commencé depuis la nuit des temps. Il nous rappelle une première alliance sous le signe de l'inspiration et de la complémentarité entre Beth-Salel de la tribu de Juda et Oholiab de la tribu de Dan. Ces deux artistes réunis pour construire l'Arche, une annonce de création à venir. Il n'y a pas de fin à notre propos, c'est ce que révèle Roger Sauté, un pasteur genevois, dans une correspondance adressée d'Addis Abeba à Jacques Faïtlovitch le 30 avril 1946. Je me rends compte que le monde juif est bien multiforme, varié, et qu'il ne faut pas se contenter de généraliser les caractères de quelques juifs que l'on connaît ou croit connaître. C'est pourquoi j'ai décidé de ne jamais cesser d'apprendre à connaître des juifs, et véritablement, c'est vraiment beau. Ah, vous me faites un grand honneur, Pape. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie et c'est vraiment un plaisir. Donc, suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Il y aura encore, je pense, je vais faire un écrit. J'avais déjà présenté l'ouvrage dans ichrono.info. Il sera diffusé un peu partout, cet ouvrage-là. Il y aura sur la chaîne YouTube. Donc, c'est un ouvrage qu'il faut posséder. Il faut posséder. Vous pouvez le trouver en ligne, dans les bonnes librairies, etc. Et à chaque fois que Maurice produira un film, un écrit, il nous en fera part et nous essayerons, comme nous le faisons d'habitude, de le promouvoir, d'en parler au maximum. Je sais qu'il aime beaucoup Griot.com, qui ne m'a pas encore répondu parce qu'on a perdu les contacts, mais je les trouverai et parce que tout simplement, Maurice aime bien passer chez Griot.com. Donc, je lance un appel, peut-être qu'ils nous entendront et ils reviendront vers nous. Pape Bakary Sissoko, ma chaîne YouTube, suivez-nous. C'était Maurice Dorès dans son ouvrage, son dernier ouvrage, Négritude et Judéité, balade en noir et blanc, aux éditions Les Indes Savantes. Merci beaucoup, Maurice Dorès, et à très, très bientôt. Merci. Et encore, continuez de nous d'écrire. Prenez soin de vous. De même. Prenez Merci soin de beaucoup, vous. Maurice. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Hop. OK. Ah, ben vraiment, vous avez été